Donc, bonjour à tous, je vous propose de poursuivre cette exploration des environnements de confinement et de la santé, donc dans le cadre de la chaîne La psychiatrie au soleil. Donc, je suis Marion Trousselard, je travaille à l'Institut de recherche biomédicale des armées et cette partie-là, en fait, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Manon Parrain, qui est actuellement interne de psychiatrie et qui travaille sur des données de santé et de confinement sanitaire lors des données recueillies au printemps 2020 dans le cadre du confinement sanitaire. L'objectif de ce programme en 4 parties n'a pas changé, c'est bien de regarder ce qu'on connaît des environnements isolés, confinés, pour essayer de mieux appréhender le confinement sanitaire tel qu'il a été vécu et donc les conséquences et les contre-mesures que l'on peut potentiellement proposer si la situation se reproduisait. Et donc un plan général en 4 parties. Donc la partie précédente s'intéressait à décrire les caractéristiques des environnements contraignants. Et là, nous sommes dans la deuxième partie qui a pour objectif de proposer de nous attarder sur certains effets des environnements contraignants. C'est une partie qui n'a pas de volonté d'exhaustivité, mais qui cherche plutôt à vous présenter différents travaux de recherche de ces environnements professionnels spatial, polaires et sous-marins qui ont fait l'objet d'un certain nombre d'études et pour mettre en évidence à la fois que ces professionnels sélectionnés avaient certaines difficultés du fait des caractéristiques de ces environnements. Et l'idée, c'est de regarder finalement qu'est-ce que ça peut nous apporter pour mieux accepter la difficulté que l'on peut avoir à vivre au quotidien dans un confinement sanitaire imposé. Concernant cette deuxième partie, qui est ciblant les effets des environnements contraignants ou certains de ces effets, un plan en 4 parties. D'abord, un petit point sur les effets psychocognitifs tels qu'ils sont décrits dans les 3 analogues sous-marins, polaires et spatiaux. Un point sur les effets sociaux qui sont décrits dans ces environnements, de façon à, dans un troisième point, regarder ce qui est déjà publié dans le cadre du confinement sanitaire en lien avec la santé. Et puis un dernier point qui, vous verrez, qui est assez court sur potentiellement la question des effets positifs du confinement sanitaire sur la santé. Pour chacun de ces chapitres, effectivement, je mettrai comme coupure cette illustration qui cible en fait quelque chose qui est extrêmement bien connu par les habitués des environnements professionnels isolés et confinés, qui est le Winter Over Syndrome, initialement décrit ou en tout premier dans les environnements polaires, et qui a été finalement le point de départ de nombreuses études sur l'impact des environnements isolés, confinés, extrêmes et inhabituels sur la santé. Et ce syndrome est aussi appelé le syndrome TOST parce qu'en fait, il y a un avant et un après et vous verrez qu'en fait, dans la temporalité, cette notion de TOST, de retournement du temps finalement, peut être quelque chose d'important et peut nous aider à comprendre pourquoi le confinement a été pour certains extrêmement difficile. Sans rentrer tout de suite dans les environnements polaires, je vous propose pour la partie visant à vous décrire quelques-uns des effets psychocognitifs des environnements professionnels particuliers, de nous arrêter sur d'abord le vécu en patrouille sous-marine. En patrouille sous-marine, ce qu'on sait, c'est que les sous-mariniers rapportent un ralentissement psychomoteur. Ils disent on est englué, on prend du poids et puis vraiment on est très lent à agir. Et cette description était déjà décrite dans les missions spatiales et également dans certaines expériences de grottes, ainsi qu'effectivement, comme je vous l'ai dit pour initier cette première partie, en environnement polaire. Les sous-mariniers sont un petit peu différents des autres environnements et si les sous-mariniers décrivent des troubles de l'humeur et du sommeil en sous-marin, ils ont dans leur environnement d'abord un manque de lumière manifeste. En fait, dans un sous-marin, il y a moins de 700 lux, c'est-à-dire que c'est moins d'énergie lumineuse que lorsqu'il fait très très gris l'hiver avec un plafond très bas. Ils ont en plus un rythme de quart très singulier qui fait que finalement, on ne peut pas strictement prendre en compte les résultats d'autres environnements pour le plaquer sur l'environnement sous-marin, puisque ces 2 contraintes sont très spécifiques de cet environnement. Et pour autant, on sait qu'un manque de lumière, un travail shifté,
sont des conditions de travail qui impactent la cognition, et ça c'est largement décrit. Donc un certain nombre d'études ont été conduites au décours d'une patrouille de sous-marins pour évaluer l'impact à la fois de la lumière et du rythme de quart sur les dégradations d'humeur et les dégradations cognitives des sous-mariniers. Concrètement, en fait, lorsqu'on s'intéresse à une patrouille sous-marine, au-delà de la caractéristique d'environnement secret défense, on a des temps particuliers au sein desquels ou que l'on peut utiliser pour prendre des mesures. Avant la patrouille, en fait, les sous-mariniers ont à préparer le sous-marin et donc sont extrêmement sursollicités. Lorsque la patrouille commence, en fait, les 10-15 premiers jours servent à vérifier que le sous-marin fonctionne bien et que tout est OK pour que la patrouille puisse réaliser sa mission. Et il y a donc un petit point à J20 de la patrouille qui est un moment un peu d'accalmie et dans lequel on peut prendre des mesures pour essayer de voir déjà au bout de 20 jours de confinement, d'isolement dans cet environnement inhabituel, voire extrême du fait des risques si jamais il y avait un problème technique dans le sous-marin, on peut faire un point qui est finalement potentiellement le moment le plus paisible dans le sous-marin. Tout roule, la patrouille, la mission va vraiment pouvoir commencer. La mission en sous-marin, une patrouille en sous-marin est coupée en deux par ce qu'on appelle la cabane, qui est une fête de mi-patrouille, bien que les sous-mariniers n'aient pas de notion de la fin de leur patrouille. Ils savent que ce sera en gros moins de 90 jours, sauf événement particulier, puisqu'un sous-marin est prévu pour contenir une alimentation pour l'ensemble de l'équipage de 90 jours maximum. À J50, en fait, les sous-mariniers commencent à se dire que le retour ne va pas tarder et c'est un moment particulier puisque cette prise de conscience constitue un moment particulier puisqu'à partir de là, ils vont commencer à envisager qu'ils vont revenir retrouver leur famille. Sachant que les informations sur les familles ne sont pas très fréquentes, voire sont inexistantes en sous-marin et que finalement, chaque sous-marinier peut se demander comment va ma famille. Et donc, le retour de patrouille, en fait, est caractérisé par un mois de vacances, ce qui fait qu'en fait, on ne sait pas exactement quelle est la vitesse de récupération des effets psychocognitifs que l'on mesure dans un sous-marin. Alors, pour vous les décrire rapidement, en fait, ce qu'on observe à J20, c'est un début de dégradation de l'humeur devient triste, et puis un début de ralentissement des fonctions cognitives supérieures, les capacités de planification, de prise de décision. Ces dégradations se renforce, s'aggrave à J50 et un mois après le retour de patrouille, donc un mois après les permissions, les sous-mariniers ont récupéré l'ensemble de leurs compétences ou de leurs habiletés et ont des performances similaires à celles qu'on enregistre en début de patrouille. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est d'observer qu'en fait, tous les sous-mariniers ne répondent pas de la même façon à l'impact de la patrouille sur leurs émotions, leur humeur et leur cognition. Et finalement, certaines caractéristiques des individus sont associées à beaucoup plus de difficultés à tolérer, à s'adapter à cet environnement très spécifique. Dans une population de 100 sous-mariniers, environ 15%, c'est les sujets qui sont représentés avec des scores en rouge, ont beaucoup plus de mal à s'adapter. Ils décrivent beaucoup plus d'humeur de type dépressif, un peu comme un tableau de dépression saisonnière-like, même s'ils ne sont pas déprimés stricto sensu. Et ils ont également plus de perturbations du sommeil. Ils ont plus de perturbations de l'humeur. Néanmoins, ces sous-mariniers récupèrent également un mois après le retour. Ce qui est aussi important, c'est que ce sont plutôt les jeunes qui sont en travail de quart. Donc finalement, le manque de lumière et le confinement est aggravé par le travail de quart et qui ont une charge de travail plus importante que les autres du fait souvent, parce qu'ils sont jeunes, ils ont des examens à préparer et donc ils ont en plus de leur mission du travail personnel à réaliser. Autre élément important, en fait, on observe que ce syndrome de dépression saisonnière-là, et qu'on va l'appeler comme ça, même stricto sensu, ce n'est pas exactement un tableau dépressif, ce syndrome de dépression saisonnière-like est plus important lorsque les patrouilles ont lieu l'été, c'est-à-dire qu'en fait, elles suivent l'hiver climatique, posant comme hypothèse que finalement, le manque de lumière de l'hiver a déjà impacter les gens et que les confiner dans un environnement où il manque encore de lumière est un facteur aggravant, favorisant la dégradation de l'humeur. Dans le cadre des hivernages polaires, je vous ai mis une image de nuit polaire à Concordia, qui est la base française la plus éloignée
la plus près du pôle en fait, est une base caractérisée par plusieurs mois, quasiment la moitié de l'année, avec très peu de jours, voire une nuit complète lorsqu'on est en mai-juin. Et au cours de cet hivernage polaire, finalement, on décrit la même chose que les sous-mariniers, ce qu'on observe chez les sous-mariniers, avec néanmoins une cabane qui est plutôt la midwinter, donc un hivernage polaire durant un mois et non pas un an, pardon, et non pas 60 à 90 jours. La midwinter en fait se situe au moment de l'hiver polaire et donc à peu près 6 mois après l'arrivée en terre australe en terrain sur les bases polaires des hivernants polaires. Ce qui a été dans une étude récente réalisée par Sandal et collaborateurs sur la base de Concordia, notamment, on observe sur différentes variables de sommeil, de qualité d'adaptation et d'humeur que ce midwinter est vraiment le moment de creux de performance et de creux de bien-être. Vous voyez que pour chacun des mois, en fait, la courbe de chacune des variables qui est utilisée va avoir une évolution avec les performances les plus basses après la midwinter, donc lorsque les hivernants ont déjà passé 6 mois sur base. Et puis, lorsque le départ approche, une récupération d'un certain nombre de performances. Ce qui est décrit et ce qu'on a retrouvé nous dans des données non publiées d'hivernage polaire, c'est qu'il semble y avoir un effet genre aussi sur cette adaptabilité et cette baisse de performance, avec potentiellement une vulnérabilité, mais ce serait à confirmer des femmes, à l'effet de deuxième partie de patrouille. Donc voilà, des performances qui se dégradent au fur et à mesure de la patrouille. Ainsi, Sandal confirme l'impact de la durée de la mission et la dégradation progressive de l'humeur et des performances au fur et à mesure de la mission. Néanmoins, certains chercheurs ont montré que certaines performances pouvaient s'améliorer au décours de la mission et ont posé l'hypothèse d'une habituation qui pouvait être efficace. Donc, c'est une étude qui a été faite dans une base polaire indienne avec des variables de performance de tâches cognitives exécutives impliquant à la fois l'attention, la concentration, la mémorisation, et qui montre qu'en fait, entre le milieu de l'hivernage, donc à 6 mois, la midwinter, et la fin de l'hivernage polaire, les performances cognitives finalement s'amélioraient. Et donc dans ce papier de Paul, il est fait l'hypothèse que les hivernants polaires indiens se sont habitués à cet environnement et que dans ce cadre précis, il n'y a pas eu de dégradation. Il est important d'observer que la latitude de cette base polaire n'est pas la même que celle de Concordia et que les périodes sans lumière sont nettement moins importantes dans cette base que dans celle de Concordia. Et donc l'habituation pose finalement que le début, l'arrivée sur la base polaire est la situation la plus compliquée pour ces hivernants polaires indiens et que à partir d'une première partie où ils ont pu prendre leur marque, rendre l'environnement de vie familier, finalement leur fonctionnement cognitif s'est amélioré. Pour autant, ces données d'habituation ne sont pas très fréquentes et dans la littérature, c'est plutôt une dégradation qui est observée. Et dans un papier très récent, étudiant l'adaptation d'hivernants polaires d'une base qui est une base hollandaise de mémoire ou allemande, je vous dis, c'est un des deux pays, je vous dis peut-être des bêtises, c'est une base hollandaise, je crois, en fait, a été étudié l'impact neurobiologique du confinement pour essayer de comprendre ce qui pouvait rendre compte de la dégradation des fonctions cognitives des hivernants. Ce qui est observé, c'est qu'il y a au décours de l'hivernage, par rapport à un groupe contrôle à gauche, une dégradation ou en tout cas un défaut d'activation de zones du cerveau impliquées directement dans la réalisation de tâches cognitives. Et cette dégradation observée à l'imagerie de l'activation des zones du cerveau impliquées dans des tâches cognitives est associée à une modification d'une molécule cérébrale qui est un facteur de neurotrophicité, le brain default neurotrophic factor, que l'on peut mesurer dans le sang et qui est associé en fait quand il diminue à un risque de dépression.
Et ce qu'on observe, c'est que les sujets hivernants, au fur et à mesure de la patrouille, ont diminué leur taux sanguin de cette neurotrophine, le BDNF, avec une réaugmentation en fin de patrouille, pointant vraiment l'effet du milieu d'hivernage polaire comme un moment particulier et particulièrement dur pour les hivernants. Dans la littérature, ce qui est connu, c'est à la fois dans les données précliniques et cliniques que plus après un stress, quand le taux de neurotrophine de type BDNF diminue dans le sang, si on restresse les animaux, on produit des animaux déprimés et que dans les situations de burn-out, qu'il existe une association pardon, entre la baisse de BDNF sanguin et le score de burn-out. Donc, ces mesures, qui reposent sur une petite cohorte de 9 sujets, pointent réellement l'impact biologique et neurophysiologique de ces hivernages polaires sur le fonctionnement des individus et donnent des bases de compréhension des mécanismes impliqués dans ce que l'on peut observer en termes de dégradation psychologique et cognitive. Ils pointent la période du midwinter comme étant la période la plus délétère, où l'impact est le plus grand. Mais ce qui est observé dans l'espace, là pour passer sur le troisième analogue, c'est des données plutôt obtenues dans les situations de simulation d'environnement spatial, donc notamment dans une simulation qui s'appelait Mars 500, donc 500 jours d'isolement de confinement sur une base spatiale simulée, et qui montrait qu'en fait, il y avait un effet cumulatif du confinement, à la fois sur l'humeur, sur la dépression. Donc vous avez en haut à gauche le questionnaire de Beck, et vous voyez que les scores grimpent au fur et à mesure des 500 jours d'enfermement dans cette base, cette base Mars 500, que l'humeur se dégrade. Donc c'est mesuré par le questionnaire POMS, le Profile of Mood Scale, que les individus sont de plus en plus fatigués, stressés, qu'ils se perçoivent comme débordés de travail et avec des plaintes physiques. Donc, dans une situation simulée où les individus ne sont pas réellement dans un environnement d'action professionnelle, mais où ils sont bien volontaires, on observe cet effet cumulatif sans effet de milieu d'enfermement, alors même que pour Mars 500, la durée de l'enfermement était de 500 jours, et c'est pour ça que cette expérience s'appelait Mars 500. Je vous propose maintenant de parler des effets sociaux que l'on observe dans ces environnements analogues. Et vous allez le voir, comme pour les données cognitives et d'humeur, les résultats ne sont pas, il n'y a pas énormément d'études avec des résultats qui peuvent être discordants, mais ce qui est commun à l'impact de ces environnements sur la psychologie, la cognition et finalement le vécu social, c'est ce syndrome de mi-patrouille, de mi-hivernage, qui est quasi systématiquement décrit dans les environnements isolés, confinés, extrêmes et inhabituels. Donc, je vous ai remis la petite illustration du Toast syndrome ou du Winter Over syndrome, et effectivement pour pointer que quelle que soit la durée de la mission, il y a toujours un effet observé de dégradation du fonctionnement social à mi-patrouille ou à mi-hivernage. Et la cabane, comme la fête de Midwinter, ont finalement pour objectif d'essayer d'ancrer le vécu temporel de la situation isolée confinée dans un rythme de vie. Il y a la première moitié, la deuxième moitié, et effectivement, quand on recueille des verbatims de sous-mariniers ou d'hivernants polaires, tous pointent la difficulté, une fois passée la fin de la première partie, à se projeter dans une deuxième partie de mission aussi longue que celle qu'ils viennent de vivre. Et donc ce sous-marinier qui dit, dans un sous-marin, la première moitié du trajet, on fait avec, passer la moitié, on se dit qu'on se rapproche du retour, mais en même temps, il y a encore une moitié du chemin à faire, et cela crée un moment où l'on se sent moins bien et qui est variable selon les personnes. En fait, pour gérer la durée, ce que rapportent tous ces professionnels de l'isolement et du confinement, c'est l'importance de savoir quand la mission va finir. Pour les hivernages polaires, c'est cadré à quelques jours près. Pour les sous-mariniers, ils ont une incertitude sur la durée de leur mission, même si 90 jours est une durée qui serait imposée par une situation politique et géopolitique particulière.
Alors néanmoins, il est important de nuancer cet effet, cabane au midwinter et cet effet deuxième partie de patrouille, parce qu'il y a des situations, des groupes sociaux d'hivernants polaires ou de sous-mariniers dans lesquels ce deuxième partie de patrouille est mieux vécu que pour d'autres groupes et certains, chercheurs ont pointé le rôle de la qualité des liens sociaux, donc de la qualité d'interaction sociale au sein du groupe pour expliquer ou pour rendre compte d'une partie de l'impact de la deuxième partie de mission, sur l'humeur, la cognition, de ces professionnels. Dans ce cadre, je vous montre quelques résultats, illustrant le vécu de l'hivernage et les relations avec la qualité du groupe dans une étude que nous avions conduite avec, madame Poupon, qui était faite dans les terres australes françaises, qui avait pour but d'explorer comment les individus, percevaient leur environnement de vie dans ces environnements inhabituels, donc à la fois l'environnement naturel, donc l'espace polaire, l'environnement artificiel de la base, c'est-à-dire leur espace de vie collective, leur espace personnel, la chambre, l'environnement social et puis l'endroit où ils travaillaient, l'espace professionnel avec quelques points sur la perception du temps. Dans ce cadre-là, en fait, on posait tous les mois deux types de questions aux hivernants. À la fois, on leur demandait, dans une partie de questionnaire qu'on a appelée hérésie sémantique, de nous donner des adjectifs qui caractérisaient leur perception de cet espace de vie à la fois naturel, professionnel, social, et de scorer de -5 à 5, avec -5 étant c'est très négatif et 5 étant c'est très positif. Donc vous avez inscrit les consignes, donné de 1 à 3 mots pour évoquer votre environnement naturel, artificiel, intime, etc. et donner un score de -5 à +5. Nous avions inclus des hivernants volontaires de toutes les bases polaires françaises, donc Dumont d'Urville à gauche, ensuite Kerguelen, puis Amsterdam et à droite l'île de Crozet. Je vous montre les adjectifs qui ont été, rapportés donc dans la cohorte de sujets inclus. Nous avions à peu près 45 sujets répartis inégalement sur les différentes bases puisque, Dumont d'Urville et Kerguelen sont des bases beaucoup plus importantes qu'Amsterdam et Crozet. Et vous voyez qu'en fait, au premier mois, on a des mots assez similaires avec plutôt une échelle très positive, associée au vécu et à la perception de l'environnement de vie. Je vais juste vous demander de porter votre attention sur les deux bases Kerguelen et Amsterdam, qui sont les seules bases qui ont été assidues pour répondre au questionnaire tous les mois pendant les 12 mois de l'hivernage polaire. Et en fait, au fur et à mesure du recueil de données, mois après mois, ce que l'on a observé, c'est une disparité de fonctionnement entre ces deux bases, avec sur Kerguelen, en fait, passer le midwinter, des mots reflétant essentiellement le conflit, des mots reflétant le besoin de partir et des connotations extrêmement négatives à la fois de l'environnement social, de la perception du temps, de leur vécu personnel, alors qu'à Amsterdam, où manifestement le groupe était très fonctionnant, beaucoup d'adjectifs de plaisir, de sérénité, et donc on a vu comme ça s'éloigner, ou en tout cas se différencier au fur et à mesure des mois, ces deux bases, et avec derrière des impacts très différents en termes psychocognitifs qui peuvent être apportés, ou en tout cas qui permettent de poser l'hypothèse que la qualité de fonctionnement du groupe fait partie de façon extrêmement importante à la capacité des individus à accepter, à s'adapter à ces environnements professionnels isolés et confinés. Un petit focus aussi sur les difficultés peut-être à avoir des interactions sociales de qualité, puisqu'on pointe l'importance de la qualité de ces interactions sociales dans notre situation de confinement, puisque finalement on est dans une situation d'interaction où les deux seuls extérocapteurs, donc les informations qui viennent de l'extérieur viennent essentiellement par les yeux et par l'oreille, alors encore plus maintenant du fait du masque, et ces informations nous renseignant sur l'état de notre interlocuteur, de celui avec lequel on interagit, sont finalement coupés des autres canaux extérocepteurs que sont l'olfaction, le mouvement de la bouche, le toucher ou même la manière peut-être dont il marche. Et donc, c'est important à prendre en compte parce que la littérature pointe vraiment l'importance
du ressenti, vraiment du fonctionnement de l'olfaction pour nous renseigner sur comment on perçoit la qualité de l'interaction avec notre interlocuteur. Et de la même façon, en fait, je vous ai listé là un papier récent montrant l'importance du toucher et du toucher par autrui de la peau, donc du serrage de main notamment, pour percevoir que des interactions sociales sont de qualité. Donc ces éléments mécanistiques en fait, heu, pointent l'importance de l'ensemble de nos sens pour favoriser la possibilité d'une interaction sociale de qualité qui nous permette donc de nous adapter au mieux à un environnement isolé confiné et finalement pose aussi la question de la manière dont, je reviens toujours à mes bulles d'espace, comment finalement cette non-utilisation de façon normale de nos capteurs sensoriels va perturber la manière dont on crée notre espace intime, notre bulle personnelle, la manière dont on perçoit la distance sociale, avec potentiellement quelles conséquences sur notre adaptation à notre environnement de vie, avec ces situations de port de masque et de perte de toucher, de l'impossibilité de voir les émotions sur le visage d'autrui ou de sentir l'odeur de notre interlocuteur. Donc ces éléments pour montrer qu'en fait, si la littérature, des environnements analogues nous renseigne sur des effets, de dégradation de l'humeur, de la cognition, de la difficulté d'interaction sociale, un certain nombre de ces effets négatifs ont été, également rapportés dans le confinement sanitaire, que nous avons vécu au printemps, même si, les données sont nettement moins nombreuses du fait effectivement, d'une situation encore très récente. Néanmoins, l'idée, c'est pas de vous faire une liste de tout ce qui a été décrit, mais juste un petit focus sur quelques éléments. Ce qui a été décrit dans les papiers déjà publiés, ce sont des conséquences en termes de prise en compte de sa santé. Donc je vous ai mis des références, plus en détail à la fin de ce diaporama si ça vous intéresse. Une baisse de l'activité physique et une prise de poids et puis une floraison de troubles, identiques à ceux décrits dans l'isolement et le confinement, des professionnels des analogues, qui a touché l'ensemble de la population et encore plus, la population qui était déjà suivie en psychiatrie, même si certaines études semblent rapporter qu'un certain nombre de patients ont finalement, plutôt bien vécu, ce confinement. Dans le cadre de la santé psychique et physique, une question qui se pose est celle de la qualité du sommeil. Alors en environnement, polaire et sous-marin et spatial, le sommeil a été étudié, montrant que pour certains individus avec des profils génétiques, on va dire particuliers, le sommeil est plus ou moins, dégradé dans ces environnements professionnels. En ce qui concerne le sommeil lors du confinement sanitaire, des données, sont en cours de traitement par différentes équipes, mais je voulais vous, présenter les réflexions et les premiers résultats, d'une étude que le docteur Arnulf, le spécialiste du sommeil à la Pitié, a rapportée, dans différents écrits. Donc sa question partait du constat que puisque le confinement induisait plus de calme du fait de moins de voitures dehors, plus de temps pour dormir, puisque les personnes étaient en télétravail, les travailleurs étaient en télétravail lorsque c'était possible. La question qu'elle se posait, c'est s'il y a plus de temps pour dormir, il y a potentiellement plus de sommeil paradoxal et c'est un sommeil qui est plus propice aux rêves. Et est-ce que finalement, ces rêves de cette situation singulière sont différents des rêves classiques? En sommeil paradoxal, ce dont on rêve, c'est plutôt des rêves à contenu ordinaire, avec plutôt des émotions négatives. Ce sont des rêves où il y a de l'interaction humaine, mais qui a peu de connotations sexuelles et qui sont plutôt alimentés par des sources proches, c'est-à-dire notre quotidien, des décors familiers, etc. Ce qu'elle reporte dans certains articles, c'est, c'est que, un certain nombre des patients ou des volontaires dans l'étude qu'elle est en train de conduire rapportent des rêves avec des visages masqués, des tenues bleues de soignants, avec des réveils brutals, avec des difficultés respiratoires, donc des mauvais rêves témoignant de situations stressantes et représentant potentiellement, mais ce sera à confirmer, une perception de menace qui peut faire penser qu'il va y avoir nécessité, si cela a été confirmé, de penser des contre-mesures, pour potentiellement diminuer la perception d'incertitude et de danger des individus. Autre point peut-être, à questionner ou pour lequel des recherches seront nécessaires, à terme si les confinements, perdurent ou se reproduisent, c'est les relations entre la durée d'un confinement sanitaire et les comportements de santé.
Donc si un comportement se définit comme une action observable, un comportement de santé se définit comme un comportement spécifique qui va avoir un effet sur la santé, qui soit négatif, c'est un comportement à risque, ou un effet positif, c'est un comportement protecteur. Et donc regarder, observer et décrire ces comportements de santé est important pour déployer des contre-mesures et des prises en charge. Typiquement, les gestes barrières sont des comportements protecteurs face au risque d'infection par le coronavirus. Alors, une étude récente faite pendant le confinement a décrit un certain nombre de comportements de santé en termes de sport, d'alimentation, au décours du confinement, montrant que selon les populations, les comportements étaient plus ou moins bien respectés. Et que donc les comportements de santé étaient différents avec un effet genre entre les hommes et les femmes, mais aussi chez les enfants et sur la durée du confinement, on observe des évolutions également différentes en fonction des genres. Ce sont les seules études que j'ai trouvées sur le maintien ou pas des comportements de santé pendant le confinement. Nous, ce qu'on avait observé dans nos données en sous-marin et également dans nos données en terre polaire, c'est qu'en fait, plus la mission augmente en sous-marin, moins les individus pratiquent du sport. Donc, on a finalement un comportement de santé d'activité physique qui se dégrade au fur et à mesure de la patrouille. Et plus on observe que nos sous-mariniers sont fatigués et moins ils vont se coucher. Comme si finalement, la pression de sommeil, ou en tout cas la perception qu'il faut aller dormir, est quelque chose qui n'est plus perçu par les individus et laissant sous-entendre qu'en fait, au fur et à mesure de la patrouille, les comportements de santé se dégradent. Sur le plan concernant les hivernages polaires, nous avons observé des données similaires. Donc, ce sont des questionnaires qui reportent la quantité de sport, la prise alimentaire, des données aussi évaluant en fait les conduites de type faire sa toilette, laver son linge, ranger sa chambre, etc. Et on observe une dégradation similaire au fur et à mesure de l'hivernage polaire qui se dégrade particulièrement après la midwinter. Enfin, pour revenir sur les données d'Hautgen, il est important de lister que ces effets de l'environnement du confinement sanitaire sur les individus sont vraiment variables d'une population à l'autre. Et pour finir, je vais vous pointer quelques papiers mettant en évidence que l'impact du confinement est vraiment à étudier en prenant en compte la caractéristique de la population. Donc là, je vous représente ces données sur la perception du temps, qui montrent qu'en fait, la perception du temps est plus ou moins perçue comme se ralentissant chez les sujets qui sont plutôt à risque ou les sujets qui sont plutôt dans des conditions de vie dégradées, qui se sentent stressés, qui sont plus âgés, qui sont peu occupés par le travail et qui ont perdu en interaction sociale du fait du confinement. Donc, population des gens âgés, une population particulièrement à risque. Je vous cite aussi ce très joli papier publié par l'équipe lilloise, une grosse cohorte d'étudiants, montrant également l'impact sur les étudiants du confinement en termes de santé psychique, et donc je vous invite à lire. Et sur la population spécifique des soignants, également un papier publié dans l'Encéphale, notamment par l'équipe de psychiatres de Tours, montrant l'impact sur les professionnels de santé de la pandémie et l'impact sur leur santé psychique, et posant clairement l'hypothèse du non-contrôle, d'une impuissance, donc dans un cadre explicatif d'impuissance apprise, de l'effet du confinement sur les professionnels de santé. Donc, ces environnements isolés, confinés, qu'ils soient choisis par les professionnels ou subis dans le cadre d'un confinement sanitaire, ont un nombre d'effets touchant l'ensemble des sphères individuelles, psychologiques, thymiques, sociales, avec des variabilités en fonction des populations. Et la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que ce confinement sanitaire a eu des effets positifs? Alors, il y en a un qui est clairement illustré lorsqu'on regarde la pollution, et vous voyez sur cette diapositive, sur cette illustration, en fait, à des dates similaires, un an avant, la quantité de polluants atmosphériques entre l'année 2019 et un an après, pendant le confinement sanitaire. Pour autant,
Est-ce que cet effet, de cette diminution de la pollution atmosphérique a eu un impact sur, notamment les pathologies cardiovasculaires et le risque de décès? Je n'ai pas vu d'études, mais on peut penser que toutes les pathologies pour lesquelles la pollution est dégradante sont des pathologies, qui ont dû bénéficier de cette diminution de la pollution atmosphérique. Des études qui montrent des effets positifs en termes de télétravail, alors, des études encore, pas très nombreuses et donc là, une étude conduite par, l'école de management de Grenoble, qui, pointe en fait, les bénéfices du télétravail sur le sentiment d'efficacité, sur la motivation à travailler et observée particulièrement lorsque le manager est, bienveillant, est considéré comme bienveillant et qui est des bénéfices qui sont aussi observés particulièrement chez les individus qui ont un profil, psychologique caractérisé par une grande capacité d'être présent à leurs ressentis instant après instant. Alors, une seule publication réellement, publiée en tant que telle dans la littérature, en tout cas je n'en ai pas trouvé d'autres, qui en fait ne donne pas de résultats, mais qui liste les possibles effets positifs du confinement, sanitaire que nous avons vécu. Donc, globalement pour l'instant, à la question: «Le confinement sanitaire a-t-il eu des effets positifs?» Potentiellement dans certains champs oui, mais en tout cas, pour l'instant très peu de données permettant d'alimenter, cette question. Donc que retenir? L'impact psychocognitif, social, des environnements qui ne sont pas des environnements de vie usuels, que l'on ait choisi ou pas la situation de confinement et la variabilité interindividuelle et sociale extrêmement importante, à prendre en compte dès lors que l'on veut penser des contre-mesures. Quelques références clés, qui, ciblent les points principaux de cette présentation, de ce cours et puis une, bibliographie un peu plus détaillée, si vous voulez aller plus loin dans, certains points que j'ai survolés. Et donc, je n'ai pas de lien d'intérêt particulier et juste pour finir, finalement, ce qui nous manque, c'est, essayer de modéliser, des phases du vécu du confinement et peut-être au prorata ou en tout cas en relation avec la manière dont les individus vont percevoir moins d'incertitudes, et vont pouvoir se familiariser et avoir l'impression d'avoir plus de contrôle dans leur environnement. Peut-être que, les données, qui vont être publiées vont nous permettre de mieux modéliser, ces éléments dynamiques et d'évolution temporelle avec, justement d'autres temporalités que le milieu de mission a essayé de cibler pour penser des contre-mesures.